19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Le président Abdelmadjid Tebboune adresse un message au peuple algérien à l'occasion du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, célébré demain 5 juillet. Message dans lequel il rend hommage aux martyrs de la Révolution et appelle les Algériens à la vigilance, mais aussi à œuvrer afin de gagner le pari du changement. Jenin, toujours plongé dans l'horreur, la situation explosive contraint le président palestinien Mahmoud Abbas de suspendre les contacts et la coordination sécuritaire avec l'entité sioniste. L'Iran rejoint officiellement l'Organisation de coopération de Shanghai et devient le 9e pays du rassemblement régional. L'Égypte et la Turquie nomment des ambassadeurs dans leurs pays respectifs pour la première fois depuis 10 ans, dernier signe en date du réchauffement de leurs relations diplomatiques. Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez. Tout d'abord, ce message adressé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune au peuple algérien à l'occasion du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse célébrée demain 5 juillet. Un message dans lequel il rend hommage aux martyrs de la révolution algérienne qui ont lutté contre le colonisateur jusqu'à ce qu'ils aient brandi l'étendard de l'indépendance et de la liberté. Abdelmadjid Tebboune a également saisi l'occasion pour appeler les Algériens à la vigilance, mais aussi à œuvrer afin de gagner le pari du changement et aller vers des approches modernes en matière de réflexion et de gestion, des approches qui éradiqueront définitivement les anciennes pratiques qui ont dilapidé les richesses nationales. Le président algérien, qui par ailleurs a présidé au Palais du Peuple la cérémonie annuelle de remise des grades et de médailles aux officiers de l'armée nationale populaire, et c'est donc à la veille de la célébration de ce 61e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. À cette occasion, Abdelmadjid Tebboune a remis le grade de général-major à plusieurs généraux, le grade de général à des colonels et le grade de colonel à des lieutenants-colonels. Mounir Zaï. عبد الباسط بن جدو. Jenin, toujours sous le feu et les balles ce mardi au deuxième jour de l'agression sioniste, alors qu'au moins 10 personnes sont tombées en martyrs et plus de 100 autres ont été blessés. L'occupant a contraint près de 4000 réfugiés du camp de la ville au déplacement forcé, menacés d'être bombardés sous le toit de leur maison. Naliman Zekar. Jenin engloutie sous une dense fumée noire, les images sont glaçantes, la ville est désertée. Les forces d'occupation poursuivent leur raid pour la deuxième journée consécutive. Plus de 1000 soldats sionistes appuyés par des drones et des avions de combat ont été déployés et le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. Les agressions ont par conséquent forcé les habitants déjà privés d'eau et d'électricité à fuir leurs maisons et à se réfugier dans des hôpitaux dans l'espoir d'y être en sécurité. Nous sommes venus ici à l'hôpital. Ils nous ont laissé quitter nos maisons. Quelqu'un a utilisé les haut-parleurs de l'ambulance et nous a dit de quitter les maisons et de les garder ouvertes. Nous avons tout laissé, nos vêtements, nos affaires, notre argent, tout à l'intérieur des maisons. Les Palestiniens du camp de Jenin n'étaient pas les seules cibles des forces sionistes. Les journalistes aussi n'ont pas échappé aux frappes de l'occupation et ont été contraints de s'abriter dans les hôpitaux. C'était une nuit très rude. Nous étions très inquiets, surtout pour nous en tant que journalistes. Nous ne pouvions pas dormir parce que nous suivions les événements et ce qui se passait.
Ce qui se passe dans les camps n'est pas clair et les scènes dont nous avons été témoins ont rendu la nuit très difficile à tous les niveaux. Une situation de plus en plus alarmante qui suscite l'inquiétude. La Ligue arabe doit d'ailleurs tenir une réunion d'urgence pour discuter des moyens d'action efficaces au niveau arabe et international afin de mettre fin aux horreurs sionistes. Et alors que la communauté internationale a choisi le silence à l'égard de cette situation, le secrétaire général des Nations Unies a exprimé sa profonde inquiétude, appelant à l'arrêt des violences. Entre-temps, l'entité sioniste poursuit ses exactions au vu et au su de tous. Cette situation explosive a contraint le président palestinien Mahmoud Abbas de tenir une réunion d'urgence hier soir, réunion à l'issue de laquelle il a été décidé de suspendre les contacts et la coordination sécuritaire avec l'entité sioniste. Il y aura une suspension de toutes les réunions et appels avec la partie israélienne. Et nous suspendrons la coordination de la sécurité. À la lumière du non-respect par Israël des accords de Sharm el-Sheikh, les dirigeants annoncent que ces accords n'ont plus aucune valeur et cessent d'exister. A noter également qu'une grève générale est observée ce mardi en Cisjordanie, y compris à Al-Quds occupé, pour protester contre cette agression de l'armée de l'occupation sioniste. Les magasins ont été fermés et la vie s'est arrêtée dans la plupart des régions de Cisjordanie. Alger envisage une adhésion à l'organisation de coopération de Shanghai dès cette année. Les dirigeants de l'OCS se réunissent d'ailleurs ce mardi lors d'une réunion virtuelle présidée par l'Inde. Outre l'échange de points de vue sur les questions internationales et régionales d'actualité, la réunion de cette année officialise l'entrée à part entière de l'Iran en tant que nouveau membre. Et pour revenir donc sur notre dossier du jour, nous avons en direct avec nous Jeanne Chandroui, journaliste à la télévision CGTN français. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes en direct depuis Pékin. La famille de l'OCS s'est agrandie avec l'adhésion de l'Iran. Exactement. Alors, l'Organisation de coopération de Shanghai s'est tenue aujourd'hui le 4 juillet. Donc, en effet, il s'agit d'un bloc intergouvernemental qui vise à stimuler la coopération sécuritaire, économique, commerciale. Et à cette occasion, bien sûr, le président chinois Xi Jinping a également participé par liaison vidéo depuis Pékin à cette 23e réunion du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai, organisée cette année par l'Inde. Et l'Iran est admis en tant que 9e membre de l'OCS. Et également, il faut souligner que le secrétariat de l'OCS a organisé à cette occasion une levée de drapeau, une cérémonie de levée de drapeau pour l'Iran. Et d'ailleurs, on souligne que l'Iran a déjà, en effet, signé en septembre dernier 2021, lors du sommet de l'OCS à Samarcande, un mémorandum sur ses obligations pour entrer à l'OCS. Et puis, bien sûr, on souligne que l'Algérie envisage également d'adhérer à l'Organisation de coopération de Shanghai pour bientôt. Aujourd'hui, on compte en tout 9 pays membres, la Chine, la Russie et puis les 4 États d'Asie centrale qui sont le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Et puis, elle s'est élargie au plus tard, c'était en 2016 que l'organisation s'est élargie à l'Inde et puis au Pakistan. Très bien. Et aujourd'hui, on accueille donc l'Iran comme le 9e membre de l'organisation sur l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai. Très bien, merci Jeanne Chandroui pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes journaliste à la télévision CGTN français, vous étiez en direct avec nous depuis Pékin. Lors d'un discours à l'ouverture de ce sommet de l'OCS, on en parle toujours, le président chinois Xi Jinping a appelé à des efforts pour sauvegarder la paix régionale et assurer la sécurité commune.
La grande route n'est pas solitaire. De nombreux voyages mènent au loin. L'organisation de coopération de Shanghai, conformément à la tendance actuelle de l'époque et au progrès de l'humanité, continuera sans aucun doute à se développer et à se renforcer grâce à nos efforts collectifs. Et en attendant donc l'adhésion de l'Algérie, l'Iran est devenu officiellement membre permanent de l'Organisation de coopération de Shanghai, donc ce mardi, devenant ainsi le 9e membre du rassemblement régional. En plus du militarisme, ce qui est devenu le fondement du système de domination occidentale est la domination du dollar. Par conséquent, toute tentative de former un système international juste nécessite la suppression de cet outil de domination dans les relations interrégionales. Toujours lors de ce sommet et s'adressant à ses homologues de l'OCS, le président russe Vladimir Poutine a affirmé que la Russie résistait de manière sûre et continuerait de résister face aux pressions extérieures, aux sanctions et aux provocations, tout en remerciant les pays de l'OCS qui lui ont exprimé leur soutien pendant la mutinerie du groupe paramilitaire Wagner. Je voudrais souligner que la Russie résiste avec confiance et continuera de résister aux pressions extérieures, aux sanctions et aux provocations. Dans le contexte actuel, notre pays continue de se développer régulièrement. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier mes collègues des pays de l'Organisation de coopération de Shanghai qui ont exprimé leur soutien aux actions des dirigeants russes dans la défense de l'ordre constitutionnel, de la vie et de la sécurité des citoyens. Voilà donc pour ce qui est du dossier consacré au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Dans l'actualité également, l'Égypte et la Turquie annoncent nommer des ambassadeurs dans leurs pays respectifs pour la première fois depuis 10 ans. Dernier signe en date du réchauffement de leurs relations diplomatiques. Les ministères des Affaires étrangères au Caire et à Ankara ont fait état de l'amélioration de ces relations entre les deux pays. Les normalisations des relations se sont accélérées après que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan se soient serré la main à Doha. C'était lors de la Coupe du Monde 2022. Dans le dossier russo-ukrainien, la contre-offensive ukrainienne se heurte à une solide défense russe. Moscou a annoncé avoir déjoué une tentative d'attaque au drone sur Moscou, alors qu'un raid a été conduit sur la région de Kharkov, le tout à peine une semaine avant le prochain sommet de l'OTAN. Sofiane Barouti. Sur le front ukrainien sud, les combats font encore rage sur plusieurs axes. L'armée russe aurait frappé les quartiers généraux des forces armées ukrainiennes sur la rive droite du Dniepr, dans la région de Kherson. L'artillerie russe continuerait pour sa part de pilonner les positions ukrainiennes dans la région d'Antonovsky, à la jonction entre Kherson et la Crimée. Moscou accuse Kiev d'avoir tenté de perpétrer un acte terroriste après l'interception par différents moyens de défense de 5 drones qui ciblaient la capitale russe. Une frappe russe a touché la région de Pervomaïsky, à Kharkov. Des sources indiquent qu'une concentration du bataillon Kraken ukrainien aurait été la cible de cette attaque. Des batailles d'une haute intensité ont lieu dans la région de Donetsk, dans le Donbass, épicentre des hostilités. La région de Zaporizhzhia connaît également une activité belliqueuse intense et des risques sérieux planent autour de la centrale nucléaire d'Energodar. La contre-offensive ukrainienne continue de se heurter à des défenses acharnées. Un chef militaire ukrainien à ce propos a critiqué les chars AMX-10 français, exprimant qu'ils étaient inadéquats aux exigences du théâtre de guerre ukrainien. Pour leur part, l'Allemagne et le Danemark ont annoncé la livraison de nouveaux chars Léopard à Kiev afin de compenser les pertes importantes essuyées depuis le début de la contre-attaque. Le lieutenant-amiral Bob Bauer, président du comité militaire de l'OTAN, a annoncé que Kiev ne recevrait pas d'avions de chasse avant la fin du conflit. Pour rappel, le chef d'état-major ukrainien, le général Zaloujny, avait exigé dernièrement à ses alliés occidentaux un appui plus conséquent en système d'armes et en avions de chasse. Moscou a pour sa part exprimé que l'accord sur le blé de la mer Noire ne serait pas forcément reconduit. Pour rappel, le sabotage du pipeline Togliatti-Odessa, transportant de l'ammoniac et des engrais russes, a été considéré comme une violation de cet accord à l'importance névralgique pour la sécurité alimentaire mondiale. À ce propos, le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan,
a annoncé qu'Ankara s'opposerait à l'adhésion de la Suède à l'Alliance Atlantique et que son pays désapprouve le recours aux pressions. À quelques jours d'une réunion à Bruxelles sur le sujet et à une semaine du sommet baltique de l'Alliance Atlantique, l'adhésion de la Suède demeure un sujet ne faisant pas l'unanimité, quand la Hongrie et la Turquie se concertent encore sur cette question. Pas de troisième mandat pour Macky Sall. Le président sénégalais a annoncé hier soir qu'il ne sera pas candidat lors de la présidentielle de février 2024, mettant ainsi fin à un suspense de plusieurs mois. Les détails à Malamazien Zitouni. Le président sénégalais Macky Sall ne se représentera pas aux élections de 2024. Dans un discours prononcé lundi 3 juillet, il a mis fin aux spéculations généralisées selon lesquelles il briguerait un troisième mandat, ce qui, selon ses détracteurs, aurait été illégal. Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. Les rumeurs selon lesquelles Sall tenterait de prolonger son séjour au pouvoir ont alimenté des épisodes de troubles depuis 2021. Ces troubles au cours desquels des dizaines de personnes ont perdu la vie. On a tant spéculé, commenté sur ma candidature à cette élection. Cependant, je n'ai jamais voulu être l'otage de cette injonction permanente à parler avant l'heure. Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence. Les troubles les plus récents ont été déclenchés le mois dernier après la condamnation du chef de l'opposition populaire Ousmane Sonko à 2 ans de prison pour des accusations découlant d'une agression présumée, des accusations qu'il nie et qui, selon lui, étaient politiquement motivées pour l'empêcher de se présenter aux élections. Sonko a appelé ses partisans à être prêts à descendre dans la rue si le président annonçait un plan pour se représenter. Et zoom à présent sur l'événement sportif de ce mois de juillet, les Jeux sportifs arabes qui se tiennent en Algérie. Nous sommes à J-1 avant le coup d'envoi de la compétition et l'Algérie a déjà une médaille d'or dans son escarcelle. Direction le stade Miloud Hadfi d'Oran où se trouve notre envoyé spécial Salah Faisal. Bonsoir. Bonsoir Nouhed. Alors Faisal, l'athlète algérienne Souad Aziz a remporté la médaille d'or aux 10 000 mètres marche. Qu'en est-il des autres finales de la journée ? La journée est en train. En fait, il y a beaucoup de finales qui se jouent en ce moment. Mais pour revenir à cette journée, la première médaille d'or lors de la 15e édition des Jeux Arabes a été signée à Aziz Souad en 10 km en signant un timing de 46 minutes 59 secondes. L'Algérie, jusque-là, elle a 5 médailles, 2 médailles en athlétisme et 3 médailles en paraathlétisme aux Paralympiques. La première médaille, c'était Aziz Souad, évidemment en 10 km marche. La deuxième médaille en athlétisme, elle était en lancer du javelin et c'était signé Wided Isli. Et après, il y a 3 médailles en paraathlétisme aux Paralympiques. C'était Missouni Abdelhak dans la discipline de lancer de massue où elle est connue aussi sous le nom de lancer du club. Il y a Houchen Mohamed dans lancer du javelot. Et aussi, on a une médaille, on va dire, du sprinter aussi dans le paralympique Khelaifia Salah en 100 mètres T12, T13. Il y avait aussi d'autres finales qui étaient gagnées par nos frères arabes. Il y avait le Garni Sultan qui a gagné la course du 100 mètres T52, 53, 54 pour toujours la catégorie de paralympique. Il y a la Tunisienne de Biamel qui a gagné le 100 mètres T53, 54 pour les dames. Il y a aussi la discipline et les épreuves de l'heptathlon. Et il y a aussi, comment dire ça, il y a une domination algérienne par Très bien, Salah. Très bien, Salah Faisal, très bien. Merci beaucoup. Nous reviendrons vers vous dans les prochaines éditions. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Oran. Merci beaucoup. Et on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. Très bonne soirée.